impromptu, quelqu'un dont il a été beaucoup question dans Microfilm, qui est revenu dans les conversations, dont le nom a été souvent évoqué. Et là, aujourd'hui, de façon totalement inopinée, dans les studios, c'est Jean-Marie Straub. Alors il y a des raisons conjoncturelles à ça, on va dire lesquelles. Puis il y a tout simplement l'importance, au moins pour moi, de son cinéma depuis longtemps, et puis l'habitude de pas mal discuter une fois de temps en temps comme ça quand il vient à Paris, puisqu'il vit à Rome, qui fait qu'à la longue, on n'a même plus envie de le faire par rapport à un micro. Donc quand je dis que c'est inopiné, c'est à la fois un dialogue assez ancien, assez suivi, et puis un de ces dialogues qui en général se passent bien des médias. Alors on va essayer de médier, plutôt que de médiatiser, quelque chose qui d'abord est concret. Alors il y a Dominique Paigny qui est ici, et qui va dire très très rapidement en quoi il y a une mini-actualité Straub cet été à Avignon, mais qui est également une actualité Stroheim, Dominique Paigny. Oui, l'activité d'Avignon cette année s'est consacrée bien entendu au cinéma aussi comme les autres années, et le Festival d'Avignon s'est ouvert au film de Jean-Marie Straub à l'occasion de la réalisation de leur dernier film La mort d'Empédocle, d'après le texte d'Hölderlin, qui sortira en septembre. Et à cette occasion, le Festival d'Avignon a demandé à Jean-Marie Straub et Daniel Huillet de programmer un certain nombre de films qui rebondissent un peu sur leur propre cinéma, d'une part, qui sont susceptibles d'être des commentaires et des prétextes pour eux pour dire et parler de leur cinéma aussi. Et puis, on leur a demandé aussi un choix d'un grand cinéaste de l'histoire du cinéma, et ils ont choisi Erwin von Stroheim pour, là encore, d'une certaine manière, par le détour de Stroheim, parler de leur cinéma. Bon, pour terminer sur cette information, il y aura donc Othon, Non réconciliés, Trop tôt, trop tard, La fiancée de la comédienne El Macro, qui entoureront donc, film de Straub, qui entoureront le dernier film, La mort d'Empédocle. Donc cela se passe à Avignon, quelle date? Ça se commence le 24 juillet avec l'ouverture des rencontres cinématographiques, le 24 juillet à 22 heures dans les jardins habituels des projections cinématographiques, et puis ça se termine le 28, si je me souviens bien. Moi, je proteste déjà pour commencer, si vous permettez, parce que notre film n'a pas besoin d'entourage. Deuxièmement, Stroheim n'a pas besoin de nos films. Et puis tu dis, on nous a demandé de choisir des films, c'est exact. Mais puis après tu dis, on nous a demandé de choisir un cinéaste, c'est pas vrai. C'est justement parce on nous a demandé de choisir des films qu'on a refusé de choisir des films, parce qu'on a proposé un cinéaste qui était Stroheim. Alors c'est pas tout à fait pareil. Moi. Le grand sujet de La mort d'Empédocle, moi je l'ai vu en allemand. Donc j'ai pas tout compris, loin de là, c'est la coquetterie. On en parlera lorsque le film sortira à Paris. Ça veut dire que c'est très important de savoir qui demande quoi, qui propose quoi, quel est le sens des mots, quelle est la formulation la plus rigoureuse. Donc on est déjà en territoire straubien, à peine a-t-il ouvert la bouche. Mais moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup plus que tout ça. Bon, alors je proteste de nouveau contre la coquetterie. Le grand sujet d'Empédocle, c'est pas la coquetterie. Ça, c'est très intéressant ton histoire de coquetterie. Il veut dire, il faut le dire aussi parce que tu parles pour toi là. Il veut dire qu'Empédocle coquettise avec son suicide. C'est ça qu'il appelle la coquetterie. Et avec le public. Le sujet du film, mais c'est pas le sujet du film. C'est un thème quaternaire. Le sujet d'Empédocle, c'est il faut en finir avec tout ça. Pour une fois, on a fait un film qui a un horrible mot, un message. Et le message, c'est très simple. Il arrive à la fin du deuxième tiers du film, ou même du troisième quart. Tout d'un coup, on voit l'Etna, ou on le devine. Et on voit devant l'Etna une immense prairie avec des arbres. Et à gauche, un cratère éteint un peu rouge. Et en haut, une petite bande de ciel. Et là, il y a un message. C'est ça le sujet d'Empédocle. C'est pas qu'un homme d'un certain âge va se suicider et qu'il aime quand même bien vivre, et la terre, et respirer, et l'air, et les bonnes odeurs des fleurs, etc., et qui s'en va pas de bon cœur. Ça, c'est ce que tu appelles la coquetterie. Mais le sujet, c'est cette espèce de message. On n'a jamais fait de message, nous. Là, on a fait un petit message à la fin d'un film précédent qui s'appelait Moïse et Aaron. À la fin, quand Aaron est condamné, qu'il reste plus que Moïse, et que le Moïse a fait disparaître le veau d'or, il reste donc plus que le peuple. Quand Moïse se sera vampirisé lui-même, il lui dit, il mord
Gaben euch zur höchsten Höhe geführt haben. Toujours quand vos dons vous auront porté au plus haut sommet. Immer wieder werdet ihr heruntergestürzt werden. Toujours vous serez précipité de nouveau vom Erfolg des Missbrauches, du succès du mésusage, zurück in die Wüste. De nouveau rejeté dans le désert. Bon, ça c'était un petit message qui pointait l'oreille. C'est pour ça que Moïse Aaron, ça a été ce que Truffaut appelait un beat. Bon, parce que les gens voulaient pas entendre ça, c'était trop tôt. Maintenant, avec ce film-là, on fait un grand pas en avant grâce à Hölderlin, qui 200 ans auparavant avait un nez pour ce que devait nous apporter la société wilhelminienne. Le progrès et tout le bazar, la science, bon, on en reparlera tout à l'heure. Eh ben, ça, c'est le message, c'est l'Etna, et c'est ce qu'on voit à ce moment-là. Et le texte, c'est Ihr dürstet längst nach Ungewöhnlichem. Vous avez soif depuis longtemps de quelque chose d'inhabituel. So wagt's. Und wie aus krankem Körper sehnt der Geist von Agrigent sich aus dem alten Gleise. Et comme d'un corps malade, l'esprit d'Agrigent aspire à sortir de la voie. C'est une voie, comme une voie ferrée dont on ne peut pas sortir. So wagt's. Alors, osez-le. Was ihr erworben, ce que vous avez acquis. Was ihr geerbt, was ihr erworben, ce que vous avez hérité. Was euch der Väter Mund gelehrt, ce que la bouche des pères vous a enseigné. Gesetz und Bräuch, la loi et les usages. Der alten Götternamen, le nom des anciens dieux. Vergesst es kühn, oubliez-le. Und hebt wie Neugeborene die Augen auf zur göttlichen Natur. Et levez les yeux comme des nouveaux-nés vers la nature divine. C'est ça et ensuite ça continue. Et là, il y a un long plan, qui est le plus long plan du film jusque-là, où on explique quelque chose qui est la seule façon de s'en sortir actuellement. Là où on en est, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je vais m'arrêter tout de suite, c'est déjà trop long. Et parce que ensuite ça se complique un peu. Ce que j'ai dit là, c'est un peu comme ça, c'est le début. Ensuite, ça se complique, ça se contredit, ça se complète et ça devient quelque chose, un tissu un peu compliqué, mais c'est quelque chose qui est très simple à faire. C'est ce qu'on appelle le communisme. Et c'est ça, c'est pas du tout la coquetterie. Bon, alors maintenant tu peux dire ce que tu veux. Ton idée sur la coquetterie, c'est passionnant, c'est très intéressant, non, mais il ne faut pas faire croire aux gens que c'est ça le sujet du film. Bon. De toute façon, en général, la chose la plus mystérieuse dans un film, c'est son sujet. Donc moi, je dirais d'ailleurs même pas que c'est un sujet, pour moi c'est un thème, c'est un motif. C'est un motif qu'il y a c'est un motif qu'il y a dans pas mal de tes films, et je trouve que dans Empédocle, il est assez central, mais comme un motif, pas plus, pas comme le sujet, ni comme le contenu. Alors que le contenu soit le communisme, ça c'est ton affaire, que le sujet soit ce que tu as dit, ça c'est toi qui le dis, que moi je trouve qu'il y a un motif qui a à voir plastiquement, esthétiquement, musicalement, avec la séduction et la coquetterie, je trouve ça amusant en même temps, dans la mesure où la séduction, c'est quelque chose qui est devenu très important comme ça dans la conscience. Ces 10 dernières années, il y a eu des bouquins là-dessus, alors qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, le mot séduction était absolument introuvable dans aucun discours. Aujourd'hui, on le trouve un peu partout, un peu trop. D'ailleurs, à mon avis, on est plutôt dans l'après-coup de la séduction. Et on arrive avec, dans le cinéma de Straub, on arrive avec un film qui, lui aussi, a à voir avec cette séduction. Donc simplement, c'est une façon de dire que, à ta façon qui, comme ça, peut avoir l'air décalée, quand on regarde ça superficiellement, tu es absolument synchrone avec ce qui se passe dans ton environnement européen. Voilà. Fin de parenthèse. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus... tout ça, ça m'intéresse, tout ça. Bah, la séduction... Premièrement, moi, tu dis partout, ça veut dire à Paris. Moi, je vis pas ici, donc je sais pas Non, Jean-Marie, parce que les grands théoriciens de la séduction, ils sont italiens. Ils sont là. Oui, ils sont là. Moi, je vis en banlieue à Rome. Alors, je sais. Bon, alors. Mais... c'est pas loin quand même, la banlieue de Rome. Moi, j'y vais plus dans le centre. Je fréquente plus. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que vivant dans la banlieue quand même, tu es dans le même mouvement très très général. Alors d'accord. Très global, voilà. D'accord, mais explique-moi ce que c'est alors. En l'occurrence, concrètement par rapport à ce film-là, en dehors de la coquetterie d'Empédocle avec son suicide. Mais moi, ça m'embête de parler d'Empédocle si vite, parce que je pensais qu'on pouvait passer par Stroheim pour parler de la séduction.
Parce que c'est justement quelqu'un qui en avait parlé d'une façon extrêmement aiguë et dure à l'époque du muet. Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse, maintenant que c'est bien lancé, le détour par Stroheim. D'abord parce que je sais de sources sûres que ça fait pas très très longtemps, ça fait quelques années, que Daniel et toi avez eu tout d'un coup une sorte de chemin de Damas par rapport à Stroheim, non? Il y a eu tout d'un coup quelque chose de très très fort. Alors, où, quand, comment et pourquoi? Voilà, Stroheim. À quel moment c'est devenu si important pour vous, au point que quand on vous dit venez avec des films anciens, vous dites immédiatement Stroheim? Moi, c'est pas... chemin de Damas, j'en sais rien, oui. Non, enfin, bon, Disons que c'est quelque le chose de hasard. fort, Non, quoi. mais c'est le hasard des visions et le hasard aussi des possibilités. À Rome, pas seulement dans notre banlieue, mais dans le centre, on peut pas voir de film. Bon, il y a une rétrospective Stroheim, je sais pas, il y a 10 ans, il y avait 4 personnes dans la salle. Tout était en Super 8. On les a tous revus, là. On était parmi les 3-4. Puis il y avait Moravia dans un coin de temps en temps, et puis c'est tout, quoi. Mais enfin, c'était un Super 8, alors Stroheim en Super 8. Non, je crois que c'était un hasard. On a vu à Beaubourg un film qui n'est pas de Stroheim, paraît-il, qui s'appelle Hello Sisters, Go Down Broadway. Bon, Ah oui, going down, Go Down Broadway, c'est ça, oui. Bon, c'est tout, c'était un hasard. Stroheim, on connaissait un peu, mais il fallait avoir fait quelques films pour découvrir Stroheim. Je crois qu'il faut être vieux pour découvrir Stroheim. Qu'est-ce qui se passe alors lorsqu'on est vieux et qu'on a découvert Stroheim? Il y a des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. On peut dire quoi? Ce qui caractérise Stroheim, c'est qu'il a de l'imagination. De nos jours, 99% des cinéastes n'ont pas d'imagination. Ah, ça, c'est très C'est-à-dire, ils intéressant. fabriquent des images où il n'y a rien dedans parce qu'ils montrent des trucs qu'ils n'ont jamais vus. Alors, tandis que Stroheim, lui, c'est... Bon, pour moi, la définition de l'imagination au cinéma, c'est un plan alors là, c'est un coq à l'âne, on passe de Stroheim à Ford. C'est un plan de The Wings of the Eagles. Comment ça s'appelle ça en français? L'aigle vole au soleil. Bon. C'est Stewart qui se casse la gueule dans l'escalier. C'est Wayne. John Wayne qui se casse la Qui gueule. tombe Ouais, chez lui. Bon, ça, là, c'est terrifiant parce qu'on sait que John Ford, il sait ce que c'est qu'un homme qui tombe dans l'escalier et seront les os, etc. Mais là, ça existe. Moi, ça fait 30 ans que j'ai une frousse bleue quand je vois des gens qui descendent les escaliers du métro en courant. Et une fois, j'ai vu une femme, une vieille femme, là, mais 20 ans auparavant, je pensais tout le temps à ça, parce que je sais très bien... Bon, eh ben, les cinéastes, ça devrait être ça, ça devrait être des gens qui ne montrent que des choses dont ils ont peur, ou qu'ils aiment, dont ils savent ce que c'est pour que ça existe, c'est tout. Et ça, c'est Stroheim. Si Stroheim montre, alors là, on en revient à Go Down Broadway, le plus beau plan de Go Down Broadway, c'est un petit chien, un petit caniche, je ne sais même plus quel chien c'est très grave de ne plus le savoir, qui se fait rejeter par une voiture dans le caniveau contre le trottoir. On ne sait pas s'il est mort ou non, je crois qu'il n'est pas mort, parce que Stroheim n'a pas du tout envie de tuer une bestiole. Coppola l'aurait fait. C'est ça aussi, pourquoi Stroheim c'est important. Eh ben, là, on sait ce que c'est que la terreur d'une petite bestiole dans le trafic du Broadway, dans une ville. Voilà, c'est ça, Stroheim. C'est pas des grands machins. Mais ce que tu décris là, c'est pas tellement ce qu'on appelle l'imagination, c'est plutôt des morceaux d'expérience. Absolument, mais ensuite l'expérience doit passer dans l'image, c'est ça qu'on appelle l'imagination. Ah oui, alors, oui, on pourrait dire... mais des morceaux d'expérience, il n'y a pas d'expérience. Du chien, l'expérience du chien, par exemple, c'est un point limite. Pourquoi? Parce que personne n'a été chien. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut... Alors là, on en revient au sujet d'Empédocle. Personne n'a été chien, personne n'a été fourmi. C'est pour ça qu'on fait un monde dans lequel les chiens se font écraser sur les autoroutes, les chats, les cerfs... les crapauds, bon, alors c'est ça, voilà, continuons comme ça. Si c'est ça le cinéma, alors Stroheim, c'est le contraire, et c'est pour ça que ça nous intéresse. Non, ce que je voulais dire, c'était, toi tu dis imagination, ça veut dire passage d'une expérience à l'image, donc la mise en image d'une expérience. En général, quand les gens disent imagination, ils veulent dire plutôt quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui invente, qui a des visions, etc. Quand ils disent imagination, ils pensent Fellini, ils pensent pas
le chien dans le trafic de la circulation. Et c'est important parce que moi, je pense que beaucoup des cinéastes... Mais Fellini, pourquoi pas, il aurait de l'imagination si ce dont il rêvait passait dans la matière. Souvent, ça va pas jusque-là. Non, ça passe de plus en plus, je trouve. Bon, bah, espérons, mettons que je ne connaisse pas Fellini. C'est un beau vieillard, je Bon, trouve. mettons que je ne connaisse pas Fellini, mais je veux Si, dire... parce qu'il parle de Cinecittà dans le dernier. Et justement, moi, je me suis mis à mieux aimer Fellini La qu'avant. définition de l'imagination, pour moi, c'est l'homme qui a le plus d'imagination parmi les gens qui ont fabriqué des images, c'est Cézanne. Je regrette de radoter, mais c'est ça. Ça, c'est la définition de l'imagination. Mais bien entendu, Cézanne, l'imagination que tu viens de définir, là, qui serait soi-disant mon sens de l'imagination, présuppose le sens commun. Il y a pas, on peut pas arriver à l'imagination que tu dis sans avoir eu d'abord des rêves et les rêves viennent des expériences et vice versa. Il y a la navette là, comme disait l'autre. Oui. Bon. Non, mais je suis complètement d'accord. Alors, Et moi, je ne suis pas du tout, et tu le sais aussi bien que moi, l'apôtre des grands visionnaires, oniristes, que tout ça finit en Ken Russell et en autres Benexery. C'est pas ça. C'est que je me suis posé des questions sur l'imagination d'une manière, moi aussi parce que je vieillis, assez récente. Je me suis rendu compte que beaucoup des cinéastes qui avaient le plus compté pour moi, et c'est souvent les mêmes qui ont compté pour toi, étaient des gens qui étaient plutôt sans imagination, à moins de donner à l'imagination le sens exact que tu viens de lui donner. Auquel cas, il y a un autre problème qui jaillit aussitôt, qui est que transcrire une expérience, la faire passer en image, quelque chose qui a à voir avec l'expérience commune. Alors, dans le sens, oui, là, de communisme, dans ce sens-là, si tu veux. oh là là. Ah bah si. Bon, Je préfère celui-là. Je préfère celui-là. Bon. Faire passer dans une scène ou dans une image ou dans un moment d'un film, c'est déjà en soi extraordinaire. Ça peut même suffire à justifier qu'on fasse des films et qu'on aime les aimer. Ça ne tient pas lieu. C'est la seule justification. Ça ne tient pas lieu de quelque chose d'autre, qui est que c'est très difficile d'en trouver plus que 3 ou 4 dans un film. C'est-à-dire que ça pose un peu le problème de l'histoire et de la fiction. Et je pense que tous les cinéastes qui ont compté pour les gens des cahiers, pour toi, pour moi, ils ont ça en commun, une très grande difficulté à raconter. Et que c'est pas du tout qu'il faut pas vivre ça comme une fatalité atroce, que c'est peut-être effectivement le point au-delà duquel il y a un truc d'expérience brute qui passe absolument et qui n'est pas transitif, qui ne s'articule pas naturellement sur une autre. Moi, il y a un film que j'ai vu récemment qui m'a complètement bouleversé. Alors, le mot est... Tant pis, hein. C'est La Nuit du Chasseur. Je crois que c'est un des rares films où il y a peut-être dans un seul film, dans une seule histoire qui elle-même est très compliquée, 5 ou 6 bouts d'expérience universelle qui passent. Voilà. Et ben, il y en a 5 ou 6, je trouve que c'est formidable. Quand il y en a un, je trouve ça formidable. En général, il y en a 0. Bon. Mais la question de comment on articule ça, alors tu dis Ford, oui, mais Ford, il avait tout un système avec lui, il avait les mythologies, il avait une position dans un certain système. C'était le cinéma, en plus le début du déclin d'Hollywood, parce que le film dont tu parles, c'est presque un film mineur déjà. C'est de 55 par là. Aujourd'hui, la question de raconter une histoire, elle est plus importante que jamais. Je pense que les gens qui ont poussé très loin ce cinéma de l'expérience, donc je pense plutôt à Rossellini, c'est pas par hasard qu'à un moment ils ont dit moi j'arrête les histoires, je passe à la pédagogie. Tu sais bien que c'est un vieux débat qu'on a déjà eu ensemble, parce que quand tu dis j'en ai marre de tout, tu disais dans le temps je vais aller en Algérie enseigner la grammaire, donc enseigner plutôt le b.a.-ba. Donc à un moment c'est enseigner la grammaire parce qu'il faut que les gens aient les éléments de base de leur expérience, ou bien on raconte des histoires. Mais quand on raconte des histoires, si on n'a pas beaucoup de plaisir à les raconter, si on n'a pas la matière mythologique, disons, d'une culture pour les fournir, on finit par faire semblant de les raconter, ce qui se passe avec la télé, ce qui se passe avec les médias. Donc c'est pour ça que je reviens à la charge en disant comment tu penses que Stroheim, lui, se débrouillait avec ça. C'est quelqu'un qui a simplement reconstruit à Hollywood, pierre par pierre, le monde des cours des Habsbourg, dont il savait très bien comment ça fonctionnait, et que même dans un décor complètement recréé, ça marche. Est-ce que c'est ça, par exemple, qui est fascinant pour toi dans Stroheim? Quelque chose qu'aucun cinéaste aujourd'hui pourrait refaire. Surtout pas Coppola, même quand il refait Las Vegas en dehors de Las Vegas. Bah, Stroheim, oui, c'est le seul cinéaste naturaliste. C'est tout. Et le naturalisme, alors si on revient au mot que tu ne veux pas entendre, c'est comme le communisme, c'est la chose la plus
facile, qui est la plus difficile à faire, c'est tout. Par conséquent, personne n'a jamais plus fait de film naturaliste depuis. Et Buñuel, non? Hein? Buñuel? Buñuel? Ouais. Naturaliste? Assez, oui. Oh non. Naturaliste quoi? Dans le sens où la première partie de Salaud de Pasolini est naturaliste sur la bourgeoisie romaine et les salons. Ouais, bon, ça c'est pas ça le naturalisme. Le naturalisme, c'est quelque chose qui se développe, quelque chose qui pousse comme un arbre. C'est C'est les grands. le naturalisme, c'est les grands toute la prédateurs. scène devant la cathédrale de Vienne, jusqu'à ce que le cheval sur lequel il y a Stroheim s'emballe et que la fille soit touchée par les sabots et que l'ambulance arrive. C'est ça le naturalisme. Et ça dure. C'est je sais pas combien de plans. C'est pas. Non, c'est autre chose le naturalisme. Le naturalisme, c'est quelque chose qui est méprisé de nos jours et qui est justement la chose la plus. Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Les gens de nos jours, ils nagent dans l'abstraction et tout ça. C'est pour ça qu'ils peuvent plus raconter des histoires, parce qu'ils font de mauvais films expérimentaux. Oui, ça c'est vrai. Bon, si on est réellement dans une période marquée par le maniérisme, c'est évident que l'ennemi, c'est le naturalisme. Bon, L'ennemi oublié, disons. Mais le naturalisme, il a un point commun chez tous les grands cinéastes qui ont touché au naturalisme. Il y a une partie de Buñuel qui a touché, il y a une partie de Renoir qui a touché. mais C'est Renoir, il dit dans le Point, il y a un numéro du Point qui a disparu avec des entretiens de Renoir. Il y en a un, il dit, il a vu Stroheim. Il a vu Folie de femme, précisément, plusieurs fois, et après l'avoir vu et revu, il a dit, j'ai décidé de fonder le réalisme français. Mais Renoir, c'est plus du naturalisme, c'est du réalisme. En France, on ne pouvait plus faire de naturalisme. Renoir, c'est de la haute abstraction qui est du réalisme, et c'est plus du naturalisme. C'est autre chose. Mais tu ne crois pas qu'il y a un point commun psychologique et thématique à tous les films qu'on peut appeler Quant à Buñuel, je ne naturalistes? suis pas du tout d'accord sur le Si, parce que c'est naturalisme. Enfin, pour moi, le point commun que je vois dans tous les personnages de ces films-là, c'est que c'est des grands prédateurs, c'est des gens qui n'ont pas de limite à leur désir. C'est ça, la marque du naturalisme. Que ce soit dans Stroheim, que ce soit dans certains Buñuel, comme Elle, par exemple, même si c'est un mélo mexicain, ou que ce soit chez Renoir, c'est beaucoup plus que tout le monde a ses raisons. C'est que tout le monde ira jusqu'au bout de son désir, et puis ça fera des dégâts, et puis il y aura quelqu'un qui observera tout ça. Bon, il y a une part de... Et ça, c'est vrai que ça a complètement oui, mais ça, disparu. c'est pas le naturalisme esthétique, ça, c'est le naturalisme... Bon, ben, C'est en c'est pas... Moi, je termes parle du philosophiques, naturalisme disons. esthétique. En effet, El Bruto, ça peut passer pour un film naturaliste, mais naturaliste, ça, c'est au sens de Zola, c'est autre chose. Moi, je parle du naturalisme esthétique, c'est autre chose. Ça n'a rien à faire avec le désir Pourtant, Stroheim, sans limite. Stroheim, ça a à faire quand même. Oui, mais ça n'est qu'une conséquence. Et chez lui, ça sort de la matière. Ça ne précède pas la matière. Le naturalisme, c'est un travail. Et si après, il en sort ce que tu dis, le désir illimité qui rejoint le naturalisme à la Buñuel ou à la Zola, c'est autre chose. Les autres n'ont pas de matière. N'ont pas de matière. Ils ont. Alors bon, dans ce cas-là, on peut dire que. Si on veut être un peu méchant, Buñuel c'est comme Fellini. Je veux pas dire que ce soit pas du tout intéressant, mais je veux dire lui il s'arrête. Son naturalisme ne devient pas matière. Chez Stroheim, ce qui est important, c'est que tout ça est devenu matière. Et c'est pas parce que Buñuel disait l'homme n'est pas libre, mais son imagination est illimitée. Elle est libre, elle. C'est une phrase de Buñuel. Ça pourrait pas aussi résumer ce que tu dis? D'un côté, il y a des contingences matérielles, et de l'autre côté, il y a un côté illimité de l'imagination. Question trop difficile. Je refuse de répondre à cette question. Elle n'est pas piège, hein, j'essaie d'y être clair. Ouais. Non, c'est pas parce que je considère que tu me tends un piège. On n'est pas là entre nous. Non, mais c'est trop difficile, ça. Là, mais ces affaires-là, alors quand c'est Buñuel, ça, moi je suis une déclaration comme ça, j'aurais presque envie de la contredire. C'est de l'idéalisme. J'ai rien contre l'idéalisme. Celui de Stroheim, de Schoenberg m'intéresse, et celui de Hölderlin aussi, si on peut
parler d'idéalisme là, aussi la liberté absolue de l'esprit, etc. Mais bon, bref, moi personnellement, je suis venu au monde trop tard pour proclamer des choses comme ça. Ah oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on pouvait dire que dans les années 20, bon, alors, quand il y avait début de la psychanalyse, et puis même là, succès c'était du trop tard marxisme, parce que ça, c'était déjà avant-garde. des gens qui refoulaient, qui savaient pas ce qui se passait ailleurs. Bon, alors, bon, méfions-nous. Quand tu vas montrer les films d'Ostrom, tu vas un peu parler, je suppose, à Avignon au Verger. J'aimerais parler le moins possible. Mais D'abord parce qu'à tu vas quand même Avignon, parler beaucoup, je te connais. mais d'abord, il s'est prévu qu'on parle tous les jours en fin de matinée au Verger. Mais ils ont réduit le programme ils ont retranché 2 jours à notre programme. Et au lieu de 3 films par jour, un de nous et 2 de Stroheim, on en vient à 4 films par jour, dont le dernier film à minuit maintenant. Bon, alors ça a pour conséquence que nous, on va pas les parler sur des films de Stroheim qu'on n'a pas revus immédiatement avant. On n'est pas des imposteurs tout de même, on essaye de ne pas en être. Et par conséquent, si on voit un film à minuit et qu'on va se coucher à 2 heures du matin, en plus, je sais pas, ils nous ont logés un peu en dehors de la ville, il faudrait qu'on discute le matin sur un... c'est pas possible, ça. Donc, il y aura le moins de discussions possible, peut-être une discussion au Verger le dernier jour, et d'ailleurs, ce sera très bien, comme ça, on aura eu le temps un peu de digérer Stroheim, et puis une discussion le soir, et là, on parlera un peu plus concrètement, une discussion après, en pédocle, le moins, il faut laisser parler Stroheim, ça vaut mieux que de dire des bêtises sur Stroheim. Il y a aussi autre chose qui, moi, me frappe beaucoup, tu dois aussi en être conscient, même dans ta banlieue romaine. Il y a eu une époque, moi j'appartiens à la fin de cette époque, où on a commencé à avoir des cinéastes très cinéphiles, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire très très amoureux du cinéma et sachant ce qu'ils aimaient dans le cinéma des anciens, disons. Donc en gros la nouvelle vague. Et puis la cinéphilie est devenue une sorte de triomphe culturalo-commercial, c'est une sorte maintenant d'étiquette très très généralement portée, et presque une autre génération de cinéastes post-Nouvelle Vague, et même souvent un peu en réaction quand la Nouvelle Vague arrive. Et le point commun à tous ces cinéastes, là, je ne parle pas de leur travail même, mais de la façon dont ils se comportent en tant que cinéastes, c'est nous, on est des gens d'image, on fait des images, on n'a rien à dire, on n'a plus de discours à faire. Le cinéma, c'est un truc formidable, merveilleux, le cinéma du passé, oui, bien sûr. Ne me demandez pas le nom, ne me demandez pas de... On n'imagine pas Benex ou Besson disant non, moi je préfère quand même plutôt Sjöström que Stiller finalement. Bon. Alors qu'après tout, si le cinéma était l'artisanat ou l'art dont est totalement amoureux et passionné qu'on dit qu'il est, ce serait tout à fait logique que comme les peintres, pendant très longtemps, les cinéastes disent moi en tant que cinéaste, j'ai un règlement de compte avec tel cinéaste du passé, que je vois mieux maintenant qu'avant, etc. Bon. Et ça ne se passe plus du tout. Et bon, moi, quand j'ai vu le programme... donc de Dominique Paigny à Avignon, etc. J'ai dit, tiens, c'est bien. Bon, les Straub sortent Stroheim, c'est presque un acte. C'est un acte, parce que plus personne le fait. Eux le font rarement. Et en plus, plus personne le fait. Ouais, et je me demande... on fait ce qu'ils nous ont demandé de faire. Tout le monde fait ça. La carte blanche, c'est affreux. C'est affreux, carte blanche. Oui, non, mais je parle ça pas... en vient jusqu'à Umberto Eco qui montre des films américains doublés sous le fascisme et qui dit « Je veux absolument que ce soit la version doublée italienne parce que c'est mes souvenirs d'enfance. » Qu'est-ce que tu as à faire avec le cinéma? Rien. Oui, non, mais en plus... Ça n'est que des fantasmes. Ouais, et je dis, alors tout ce que tu me dis là sur cette génération-là, moi je ne connais pas leurs films, mais je te dis, c'est la fin du monde, ça. C'est la fin du monde. Ça veut dire qu'ils font plus de films. Ça, c'est vite. C'est des films où il n'y a aucune imagination. Nécessairement, ça ne peut être que ça, même si par hasard, il y a 2-3 trucs intéressants là-dedans. Ou 2-3 films, j'en sais rien. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue, ça. Oui, c'est foutu. On fait, au lieu de... Ça aussi, alors là, on peut en revenir à Stroheim, c'est le contre Stroheim. Stroheim, il a un sujet, il raconte un sujet, des rapports, des situations, une histoire, et il raconte voilà, c'est ça. Et de nos jours, les gens n'existent plus. Ils n'existent plus. Donc, en effet, ils n'ont plus d'expérience. Ils n'existent plus, donc leur film n'existe plus, c'est tout, c'est pas compliqué. Moi, je veux dire si on n'existe pas, le film peut pas exister, parce qu'en plus, on n'a pas l'énergie de pratiquer l'artisanat, donc on a rien à mettre dans sa matière, et par conséquent, on fait une matière vide, parce que la matière, elle n'existe qu'en fonction des images qui ont fait que l'homme n'existait plus.
Ouais. L'homme n'existe plus parce qu'il est bouffé par la science, les images, la politologie, la sociologie, les machines. Bon. Non, non, je suis hélas plutôt d'accord avec toi sur ce discours totalement de Cassandre fatigué. Mais il y a un truc qui m'a... Tiens, il y a un livre qu'on devrait lire en France actuellement au lieu de lire Lévy et je sais pas qui là, Finkielkraut. Et c'est un livre un peu sérieux qui s'appelle La barbarie. Voilà, il y a qu'à lire ça, puis on sait tout ce qu'il y a à savoir sur le cinéma dont tu parles, parce que ça c'est une petite particule du monde contemporain, de la civilisation dans laquelle on vit, qui est celle du progrès, de la révolution industrielle, de la concurrence, de la liberté par la concurrence, le monopole par la concurrence, Là, je vais te... le libre marché. Dans cette chose qu'on a faite à Libération, là, qui s'appelle Pourquoi filmez-vous Ouais. Tu as eu la gentillesse de dire 3 mots. Sur 722 réponses, il y en a une seule, alors je sais que c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, mais tant pis. Il y a un seul cinéaste qui a parlé des autres cinéastes importants, disons, travaillant en même temps que lui. C'est-à-dire qui a dit, voilà, Fellini en est là, Godard en est là, Bergman en est là, avec des trucs assez... C'était pour dire en fin de compte, mais moi j'en suis là, c'est Oui, ça. oui, non, c'est quelqu'un de très narcissique, c'est quelqu'un qui pense qu'il est le centre du monde, c'est quelqu'un que tu considères comme un nazi, c'est Cyberberg. Mais bon... Oh non, je jamais... Bon, Non, enfin, non, pas non, d'inflation. Ben. Je provoque pour te couper l'herbe sous le pied, parce que je préférais finir ma phrase. Il a pour beaucoup ça. plus de confusion intellectuelle que Oui, les oui, nazis, mais je quoi. trouvais quand même très symptomatique que sur 722 cinéastes, il y en ait un qui considère, bon, il n'est pas totalement immodeste, c'est un cinéaste intéressant, au moins, que, bon, il est dans un art qui a une histoire, qui est quand même mêlée à celle du siècle, et qu'il a à la Ce qu'on a fois en commun, le bon sens. Ce qu'on a en et... commun, c'est qu'il aime bien, il s'intéresse à H3M. Ah, beaucoup, oui. Ouais. Et puis lui aussi rêve de communiste primitif, mais c'est pas le Primitif, même. oh là là. C'est pas le même. Ouais. Bah, j'en sais rien. Oh, c'est quelque chose. Faudrait voir, j'en sais rien, moi. Si, il y a quelque chose sur la campagne et les choses simples qui Ah, est très, très allemand, là. chez ouais, Cyberberg. très allemand. Très Ouais. féodal. Attendez de voir, vous en, Fin du vous en Moyen-Âge. serez quand vous Avant la vous Renaissance. aurez dépassé la Mélancolia. social-démocratie en France, qui est aux portes, et là, on verra si vous en arrivez à quelque chose de très allemand. Non, non, ce sera... Ouais. Non, c'est pas ça, moi. C'est pas ça que je veux dire. Mais non, ce que je Ouais. voulais dire simplement avec l'exemple de Cyberberg, c'est que sur 722 cinéastes, il y en a un seul qui a parlé des gens qui sont, disons, ses confrères, ses collègues, ses témoins, ses contemporains, peu importe. Et qui en a parlé comme peut-être que pendant la Renaissance, Uccello était capable de parler d'un peintre qui était à la cour voisine et en disant je veux faire mieux que lui, où il y avait une émulation, où ils avaient le sentiment d'appartenir au même monde. Et moi, ce que je trouve désolant, c'est que Mais oui, naturellement. Les médias font Racine le statut. essayait de faire mieux que Corneille, Oui. et Corneille reprenait des trucs à la fin et disait Ah je oui, vais mais faire... c'était et bien, non? Fritz Lang et Hitchcock se sont toujours amusés à dire ah oui, vous avez vu ça, non, mais vous avez vu ça, ce que j'ai fait après, etc. Ouais. Bon, mais ça c'est intéressant. C'était C'est bien. ça la véritable ambition Ah oui. quand on fait des films, c'est pas. c'était bien. Et C'est je pas- je trouvais que dans les réponses, Il y a plus avait- d'ambition chez les Il y avait jeunes qui font il des y avait films. que du narcissisme, plus ou moins élégamment dit, de la part surtout des cinéastes européens. Il y avait un profond désarroi chez, par exemple, les Japonais, qui sont assez intéressants. Une sorte d'indifférence bébête du professionnalisme devenu idiot, qui est le cas des Américains, sauf exception. Et puis une sorte de grand cri, plus ou moins trafiqué, plus ou moins sincère, du tiers-monde, disant nous aussi on existe, et qui croit encore les malheureux au cinéma. Bon. Et puis, un seul cinéaste dit je trouve que Fellini exagère, je trouve que Godard est moins bon qu'avant, mais de manière assez brillante. J'ai dit 1 sur 722, vraiment le monde du cinéma est complètement éventré. Il est remplacé par la statue du dieu cinéma, du cinéma veau d'or, si tu veux, comme dans Moïse et Aaron. Et c'est une victoire à la Pyrrhus dont on ne se relèvera pas, parce qu'il n'est pas normal que les cinéastes, à ce degré de mémoire qu'ils ont de leur art. Dieu sait si le cinéma, on peut en voir beaucoup quand même, il suffit de se faire un petit effort. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on voit les films anciens et nouveaux, au moins en Europe. Eh bien, incroyable à quel point c'est non, moi je fais des images, au point que c'est le vieux Romer qui est contraint de dire non, attention, le cinéma c'est des plans, c'est pas des images. Il dit ah oui, bon Dieu, on avait oublié, le cinéma c'est des plans. C'est un peu différent que de fabriquer une image ou que de fabriquer des looks ou de vendre des rhétoriques de séduction qui sont, au-delà de 20 secondes, absolument terrifiantes. Bon.
Et c'est pour ça, donc, c'est pour ça que ces gens-là, et ça a commencé avec Fassbinder, tout ça, pour en prendre un qui est un peu célèbre. Les films de Fassbinder sont faits par quelqu'un qui ne savait même plus ce que c'était que de se cogner contre un mur. Parce qu'il y a même plus d'espace là-dedans. Non, le cinéaste travaille avec l'espace. Il fabrique du temps condensé en servant de la matière spatiale. L'espace, faut savoir ce que c'est. Si on ne sait pas ce que c'est que de dégringoler un escalier et de se rompre les os, ou de foncer à 120 à l'heure contre un mur, ou de se cogner tout simplement la tête contre un mur, ou de glisser sur une peau de banane, eh ben, on ne peut plus faire de film. C'est plus possible. Tout ça, c'est des films de drogués. J'ai rien contre les drogués, c'est des gens très sympathiques, mais ils peuvent pas faire de films, je regrette. Pas toujours. Bon. Ils sont pas tous sympas. Ils sont pas tous sympas, bon. Mais Fassbinder, je suis pas complètement d'accord avec toi. Ouais, oh, bien sûr. Non, parce que par exemple, non, c'est bizarre que tu dises c'est quelqu'un qui sait pas ce que c'est que de se cogner, parce que moi j'avais écrit je crois que c'est Véronique Avos, enfin c'est un des derniers films qu'il a fait que je trouvais plutôt bien. Je disais voilà quelqu'un qui a réussi. Il a mis, je sais pas, 20 ans pour le faire, et 37 films, il n'a pas arrêté de travailler. Il a réussi à se recréer un mobilier à lui, vraiment à lui, c'est-à-dire par rapport auquel on ne se cogne plus parce qu'on sait où est chaque objet. Il y a un côté antiquaire, femme de ménage, brocanteur, bon, quelque chose de très... Et dans l'histoire du maniérisme actuel, je pense que Fassbinder, c'est plutôt, avec le recul, peut-être comme Truffaut en France d'ailleurs, il faudrait comparer, quelqu'un d'assez honnête qui a géré le passage de... Le monde extérieur existe, il est terrible, le côté brechtien des premières histoires, à quelque chose qui était un peu... Chez Fassbinder, le côté un peu... On regarde tout ça d'un œil glacé de loin. Bon. Et je trouve que c'est pas ce qu'il y a de pire aujourd'hui, même si on peut dire que ça a commencé avec lui. Mais moi, je crois que ça a même commencé avec les gens de la Nouvelle Vague. Il y a un moment où... Ça consiste de nouveau à se lamenter entre vieux trabilaires et dire... C'est quand même toi qui as parlé de fin du monde. Hein. Naturellement que depuis Fassbinder, on a fait mieux, c'est tout. Si c'est ça que tu veux dire, d'accord. Non, on a fait moins bien. Alors où irons-nous? On a fait mieux, ça veut dire qu'on est tombé de Caraïbes dans ce là. Bon, c'est tout. Ben, écoutez, il y a deux solutions. Ou bien on arrive à une sorte d'impossibilité du maniérisme lui-même, auquel cas il y a deux solutions dans l'histoire de l'art. Soit il y a un baroque. Mais qu'est-ce que c'est le maniérisme? Est-ce que c'est le décorativisme? Le maniérisme, à mon avis, c'est de refaire. On fait des films qu'on leur sortir des boutiques ou d'un brocanteur, comme tu dis. Le maniérisme, c'est exactement ce que tu disais quand tu disais les gens n'ont pas de matière. Ce qui sauve du maniérisme, c'est d'avoir une matière qui peut-être porte un sujet et peut-être, qui sait, un contenu. C'est encore plus. Mais quand il n'y a plus de matière, et c'est sûr qu'on vit un monde qui s'est dématérialisé, l'évolution de l'image, des médias, simulacres accélérés, etc., la matière a foutu le camp. Elle ne reste que dans certains cinéastes soviétiques totalement marginaux. Il faut aller chez Parajanov pour voir un peu de matière de cinéma, ou même chez Tarkovsky. Ou chez Parajanov, c'est du cinéma italien. Oui, mais dans ce qu'il avait de mieux. Ouais. Ou alors chez quelques Portugais fous, comme Oliveira. Bon. Enfin, c'est plutôt dans les cul-de-sac du monde moderne qu'il y a de la matière qui est restée engorgée, et des cinéastes assez obstinés pour faire des films qui finalement ressemblent à quelque chose et qui souvent portent réellement un sujet, parce que les Portugais, ils ont un sujet. Ils ont un sacré sujet qui tient à leur histoire. Bon. Mais le maniérisme, c'est quand il n'y a plus de matière, mais qu'on sait reproduire de l'extérieur des effets qui ont déjà été produits dans le temps. Donc on peut reproduire un effet Lang, un effet Hitchcock, un effet... simplement, on le reproduit. Moi j'appelle ça la rhétorique. Non, mais c'est très lié. Il n'y a pas de rhétorique sans maniérisme. Simplement, on rajoute ou on enlève un petit détail qui fait que cet ensemble n'est plus l'ensemble complet qu'il était, n'est plus articulé au monde qui l'a produit, mais est articulé à la complicité du spectateur. Et dire, ce qui définit le maniérisme, c'est que le spectateur, après avoir été vraiment un spectateur au début du cinéma, puis un témoin quand le cinéma est devenu adulte, est devenu un complice. Et c'est terrible de gérer la complicité. Parce que le spectateur, c'est comme la peau de chagrin, il n'y en a plus. Donc, moins il y en a, plus sont ce que tu dis, c'est clair. Plus tu as intérêt à les mettre de ton côté. Parce que les spectateurs, c'est les gens qui font les gros titres dans les journaux. Alors, ceux-là, ils n'ont plus que des titres de films, et c'est ceux-là qui réagissent comme tu dis. Et ça c'est quoi? C'est 3000 personnes à Paris. C'est pour ceux-là que les gens font les films actuellement. Ça n'a aucun intérêt.
c'est plus des spectateurs. Non, c'est plus des spectateurs, c'est des complices. Oui, d'accord. C'est un public complice. Complice, mais il y a 3000 complices. Alors on devrait s'arrêter dans ce cas-là. Ce qui est désiré par le public moyen. Ça aussi, c'est le manque d'ambition. Si on fait des films comme pour ces 3000 complices-là, pourquoi les fait-on Parce que c'est largement suffisant. Alors, alors dans ce cas-là, vive l'utopie. Nous, on est des fous utopiques parce qu'on rêve d'un public qui n'existe plus. Vous avez 20 ans d'avance. Ouais, ou 40 ans de retard, parce qu'on rêve encore du public qui allait voir les films de Charlot. Voilà. Bien sûr. Donc, comme celui-là est mort depuis très longtemps. Il est mort, et puis la classe ouvrière va plus au cinéma, les paysans n'y vont plus, et les bourgeois commencent à y aller et n'y vont plus, et il reste plus que les macros, les parasites, voilà. C'est ça les 3000 complices, voilà. C'est pas un public. On arrive à ça. Bon, ouais. Oui, mais en même temps, c'est le seul public qui reste pour le cinéma. Non, parce que ça, ce que tu dis, ça vaut pour les cinémas d'art et d'essai. Mais nous, on ne ferait plus un seul film si ça n'était que pour la sortie, que Dominique nous offre gentiment et qu'on accepte parce que malgré tout on est un peu vaniteux. Mais vraiment, en plus en France, en Allemand avec des sous-titres français, faisant pas trop de salade. Mais enfin, bonne chance à Dominique. Mais je veux dire, notre seule justification, c'est le moment où un film comme Empédocle arrive en automne prochain, c'est programmé, première chaîne allemande, ça sera un peu tard, à 11h, mais là, des gens sont surpris. Et là, il y a 2 500 000 ou 2 millions d'Allemands qui voient le film. Et ceux-là, c'est naturellement un peu plus que les complices que tu dis. Quand Trop tôt, trop tard a été transmis par les mêmes chaînes en Allemagne, il y a des gens qui ont reçu des cartes postales qu'on connaît, des amis à Boston, de gens qui connaissaient en Allemagne de l'Est, qui avaient vu ce film-là sans savoir qui était Straub, etc., qui disaient ce qui nous a intéressé là, c'est qu'on a vu des lieux, des villages, des campagnes, des collines, et qu'il y avait un rapport entre ce qu'on voyait et ce qu'on entendait. Et le gars qui a reçu la carte postale par hasard, c'est un ami, il nous connaît, et celui ou celle qui l'avait envoyé, c'est juste un exemple, savait absolument pas qui était Straub, trop tôt, trop tard. Elle est arrivée au bout de 10 minutes, elle a vu un film. C'est ça qui nous intéresse. Oui, non, mais ça je comprends. En plus, à mon avis, ça fait longtemps que là-dessus, vous avez plutôt de l'avance sur les autres, puisque les cinéastes qui sont contraints de faire leur deuil d'un grand public populaire et en même temps sympa, cultivé, éduqué, noble et tout, sont contraints de faire leur deuil de ça, et ils vont passer sous les fourches codines de la télévision. Les 3/4 des cinéastes, dits auteurs, à tort ou à raison français, savent que ça va arriver, d'où leur mauvaise humeur et leur mauvaise manière actuelle, parce que le bateau coule. Vous avez au moins un avantage, c'est que vous avez pris votre parti historique, alors je dirais de ça très très tôt, et que la seule façon pour vous de rencontrer un public qui serait encore un public, c'est l'endroit le plus opaque de la société, c'est-à-dire la télévision. Exact. Donc personne ne sait ce qu'on fait de la télévision. Personne ne sait comment ça passe dans le corps, comment ça passe dans les neurones, comment ça passe dans le tube digestif. Chacun prend la télévision comme il veut, où il veut. Et en plus, la télévision, on peut avoir des effets de sidération, d'étonnement ou de terreur qui ne sont pas des effets de séduction, car il suffit à la télévision de parler différemment, c'est-à-dire d'imposer un volume sonore ou un débit différent des cris habituels pour qu'immédiatement les gens décident. Disons tout simplement un ton, oui, c'est suffisant. Pour que les gens décident qu'ils vont tenir le choc d'une différence à l'intérieur de la télévision et voir qu'est-ce que c'est, ou au contraire. Mais alors là, je dois dire modestement, on avait en effet de l'avance, comme tu dis, c'est très flatteur, mais on n'avait pas le choix. Parce que de toute façon, nous, on n'a jamais fait partie de la famille, parce que tous nos films, depuis le début, on a dû les financer en dehors du système, quel qu'il soit. Donc, la seule échappatoire qu'on avait, c'était celle-là. Et par conséquent, c'est la nécessité qui nous a mis en avant, c'est tout. Votre drame, c'est d'avoir été très très vite financé en partie, et surtout par les télévisions. D'avoir eu... Non, assez vite. Non. Au moins, il y avait toujours une chaîne allemande ou autrichienne. Oui, il a fallu 10 ans pour trouver une chaîne qui finance notre premier projet, qui était d'un projet de 54, qui s'appelle Chronique d'un Magdalena Bach, et quand je dis 10 ans, c'est pas généreux, parce qu'on l'a réalisé en 67. Alors, n'exagérons pas. Mais enfin, bref. Et puis en plus, aucune télé n'a jamais financé un de nos films malgré tout. C'est toujours un tiers du financement quand tout va bien, ou un quart, ou etc. Bien sûr, oui.
Et dans le cas de Hölderlin, c'est entre parenthèses, il faut pas faire comme le programme d'Avignon, il faut pas écrire 2 Darlin, d'abord il manque un L. Ça, les Français, leur arrogance en matière d'allemand ou de langue étrangère. Et puis, il faut pas écrire D apostrophe, non. En allemand, un H, c'est aspiré, en général. Alors, on écrit de Hölderlin, et pas de Darlin. Alors, Hölderlin, c'est déjà un peu moins d'argent que le Kafka, parce que America, c'était un best-seller, etc. Tu vois, alors, bon, on joue, là, on essaye de... bon... Bon, et par ailleurs, autre petit exemple, ils ont remontré pour la 3e fois, là, mais c'était seulement la 3e chaîne de Francfort, le premier film qu'on a fait vraiment en pensant directement à la TV, parce que c'était Leçon d'histoire, d'après le roman de Brecht qui s'appelle Les affaires de Monsieur Jules César, et bien ce film est de 72, et quand il le repasse maintenant... à 8h du soir, c'est la 3e chaîne de Francfort, et il y a des gens qui écrivent des lettres en disant qui est ce monsieur qui a écrit ces textes, ils savent pas du tout qui est Brecht, etc. C'est ça qui est important. Et qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on peut acheter ce texte si on veut le lire après avoir vu le film, etc. Voilà. Ça, non, mais je pense que vous avez été effectivement très très radicaux dans le bon sens du terme, et non pas dans le sens dont les gens vous créditaient un peu trop facilement à l'époque. Ça veut dire d'avoir une chance à la longue d'être perçu comme une différence, à contenu plutôt éducatif, dans l'opacité des publics plus ou moins marginaux, incontrôlables et bizarres des émissions du soir à la télévision. Merci, Jean-Marie Straub. Tous à Avignon, tous H3.